Peut-être pas besoin d'être très expansif sur ma présentation, juste dire que je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui à Debout l'école. D'habitude, moi, mon intervention était plus là-bas, derrière la buvette. Donc, excusez-moi, c'est monsieur le réalisateur qui fait des claps. Elle était plutôt derrière la buvette. Moi, je servais les bières d'habitude à Bougeot l'école, donc j'ai changé de comptoir. J'en suis très heureux. Juste avant de commencer, j'aime bien dire d'où je parle, parce que ça me semble important et que dans le débat politique, on a souvent des gens qui parlent sans dire d'où ils parlent. Je pense en particulier aux gens qui squattent les plateaux de télévision et qui sont présentés comme éditorialistes ou comme journalistes, alors qu'ils viennent porter une parole profondément politique et profondément idéologique, sans dire jamais d'où ils parlent. Moi, je vais dire d'où je parle, comme ça permet de clarifier les choses. Stéphane l'a dit, jusqu'au 19 juin dernier, j'étais instituteur, directeur d'école à l'école de Revès-Dubion dans le 04. Et j'étais militant du SNU-IPP, j'étais élu d'ailleurs du SNU-IPP-FSU dans les instances académiques. Donc je suis un syndicaliste, je suis un militant de la France Insoumise également depuis la création de la France Insoumise et avant ça un militant du Parti de gauche. Et donc membre à l'époque du Front de gauche dès 2012 lors de la première campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Et puis d'un point de vue professionnel, donc j'étais instituteur, mais avant ça, j'ai été pendant une dizaine d'années conseiller principal d'éducation dans un collège des quartiers nord de Marseille. Et avant ça encore, je viens de l'éducation populaire et de l'animation, puisque j'ai dirigé des centres de vacances et de loisirs et des structures d'animation pendant un certain nombre d'années. Et donc en fait, professionnellement, ce sont ces trois réalités que je porte. La réalité de l'éducation populaire et de l'animation populaire, la réalité du second degré et en particulier de l'éducation prioritaire, et puis enfin la réalité du premier degré, et en particulier du premier degré dans le monde rural. L'école rurale, j'ai été longtemps enseignant en classe unique, voilà, c'est mon ADN professionnel, et c'est avec cet ADN professionnel, syndical et politique que j'ai été élu le 20 juin dernier député des Alpes-de-Haute-Provence. Et donc, la commande des copains du SNU-IPP sur la conférence, si on peut appeler ça comme ça, d'aujourd'hui, c'était qu'est-ce que ça veut dire continuer à porter ces combats-là d'un autre poste de combat qui est le poste de député à l'Assemblée nationale. Donc, je vais essayer de vous faire un petit topo là-dessus. Je ne sais pas du tout où vous en êtes de votre connaissance de nos institutions, en particulier de cette institution très particulière qu'est l'Assemblée nationale. J'espère ne pas vous saouler avec des choses que vous savez déjà, mais il me semble important de revenir sur comment ça fonctionne et comment ça marche. Le premier point qui me semble important à souligner, c'est qu'il y a, il me semble, une méconnaissance totale, ou en tout cas très large, de comment fonctionne l'Assemblée nationale et comment fonctionne le boulot, qui n'est pas un métier, qui est un mandat, mais qui est quand même un boulot de député. J'en veux pour preuve l'article que me citait Stéphane tout à l'heure, là, de Libération d'il y a 2 semaines, qui titrait magnifiquement « Vote du budget, c'est député NUPES qui avait piscine ». Nous n'avions pas piscine, je tiens à vous le dire, je ne suis pas allé à la piscine depuis fort longtemps. En fait, il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que dans le travail de député, il n'y a pas que l'hémicycle, et que l'hémicycle est une toute petite partie en fait du travail de député, et que les choses sont organisées, et ça je tiens à vous le dire pour que vous le sachiez, puis pour que vous le répandiez autour de vous, les choses sont organisées de telle manière qu'on ne peut pas être techniquement dans l'hémicycle en permanence. D'abord, pour une question de rythme, au mois de juillet, la session extraordinaire où il souhaitait absolument faire passer, quand je dis « il », en général c'est le gouvernement, hein, pour que les choses soient claires, où il souhaitait absolument faire passer un certain nombre de textes, le texte sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, leur projet de loi de finances rectificatif, etc. Ils souhaitaient absolument le faire passer avant les vacances parlementaires du début du mois d'août. Et on a siégé plus de 60 heures par semaine en hémicycle. Donc déjà, c'est pas tenable en soi, tout simplement. Et d'ailleurs, ceux qui en ont fait le plus les frais, c'est les députés de la majorité qui étaient habitués au mandat précédent, où étant extrêmement nombreux et ayant une majorité absolue, ils pouvaient se permettre de venir siéger en hémicycle toutes les 3 semaines. C'était leur rythme, ils tournaient toutes les 3 semaines. Moi, le groupe où je siège aujourd'hui, je vous rappelle qu'ils n'étaient que 17, et donc eux, ils siégeaient en permanence. Et de rares fois, ils faisaient ce qu'on appelle des norias, j'ai appris plein de mots, des norias parlementaires, c'est-à-dire qu'on organise la manière de tourner pour être présent dans l'hémicycle, être présent en particulier au moment des votes importants. Donc ça, c'est le premier point, c'est le rythme. Mais le deuxième point, et qui est le plus prégnant à mon sens, c'est que le travail parlementaire est organisé de telle manière
qu'en fait, on est censé être ailleurs au moment où on est dans l'hémicycle. Je vais vous expliquer ensuite un peu comment fonctionne la commission à laquelle j'appartiens, qui est la commission permanente de l'action culturelle et de l'éducation. Siéger en commission, c'est une obligation pour un parlementaire. Et les commissions siègent en même temps que l'hémicycle. Donc on est censé être dans l'hémicycle, mais on est censé être en commission. Il y a des réalités très différentes selon les commissions, mais il y a des commissions comme la commission des finances, vous imaginez bien, ou la commission des lois, où ils siègent quasiment en permanence. Donc il faut assurer une présence en commission, d'abord parce qu'elle est obligatoire, c'est la seule qui est obligatoire pour les députés, et ensuite parce qu'il y a des votes en commission et des débats en commission, et que ce sont ces débats-là et ces votes-là qui déterminent ensuite les débats et les votes dans l'hémicycle. Or, il se trouve que vous siégez en commission en même temps qu'on siège en hémicycle. Donc moi, par exemple, ma commission, elle est au 2e sous-sol de l'Assemblée nationale, dans la salle 6242. Et donc, on est en salle 6242 au 2e sous-sol. On est, par exemple, en train d'auditionner un monsieur qui s'appelle Pape Ndiaye. On a des questions à lui poser, mais on a le téléphone sur la table. Et très régulièrement, on a des alertes des copains qui, eux, sont dans l'hémicycle et nous disent « on vote tel amendement dans 5 minutes, il faut remonter ». Donc là, vous quittez la commission sans dire au revoir au ministre de l'Éducation nationale, vous partez en courant, vous montez 2 étages, vous arrivez dans l'hémicycle, vous vous tournez vers les copains, vous dites « on en est où ?» Puis vous appuyez sur le bouton, puis vous redescendez en courant parce qu'on vous attend en bas pour aller poser votre question à monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Et ça, c'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. Donc ça, c'est le deuxième point qui me semble important à comprendre parce qu'on voit très souvent passer sur les réseaux sociaux des messages, des posts, etc. qui disent ils étaient où les députés, il y avait un texte super important, ils étaient 80 dans l'hémicycle. C'est une des explications et c'est la plus importante parce que c'est l'organisation même du fonctionnement de l'Assemblée nationale qui provoque ça. Et puis il y a tout le reste dans le boulot de député, il y a la présence en circonscription, j'y viendrai après, il y a éventuellement les passages médias, il y a les auditions où on est tenu d'être, il y a les visites de ministres, etc., etc. Et tout ça, c'est pareil, c'est parallèle au travail dans l'hémicycle. Moi, par exemple, j'ai raté la dernière demi-journée de la session qui se terminait début août, alors qu'il y avait un vote très important le soir auquel je n'ai pas pu participer. Et c'était parce que 24 heures avant, on vous appelle pour vous dire, voilà, il y a Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, et c'est quoi son prénom à Béchu, je ne me rappelle plus. Eric. Non, c'est pas Eric, je ne sais plus. Christophe, merci. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qui sont dans les Alpes de Haute-Provence, ils arrivent vendredi matin, il faut que vous soyez là. Donc on prend le train, on descend et on vient accueillir les ministres, sauf que pendant qu'on prend le train pour descendre, il y a des votes à l'Assemblée et on n'est pas à l'Assemblée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points c'est vraiment ma découverte, même si je savais un peu comment ça se passait, mais c'est vraiment ma découverte du mois de juillet, c'est que on ne peut pas techniquement être dans l'hémicycle en permanence. Alors nous, on a un avantage, quand je dis nous pour le coup, c'est le groupe LFI-NUPES et la NUPES plus largement. On a un avantage peut-être par rapport aux copains qui ont commencé à siéger dès 2017, c'est qu'on a un groupe parlementaire qui est constitué depuis un moment, et qui a des collaborateurs de groupe qui sont experts en la matière, puisqu'ils ont 5 ans de métier, et 5 ans de métier dans des conditions particulièrement difficiles, et donc ils sont en capacité, le mieux possible, de nous dire comment va se dérouler la séance, à quel moment vont arriver les amendements importants, etc. Donc on est très organisé. Mais malgré cela, étant donné que le rythme qui est posé à l'Assemblée nationale, j'y viendrai après, n'est pas le nôtre, il est imposé à la fois par le gouvernement, par la présidence de l'Assemblée et par le fonctionnement tout simple des débats. Quand on a 577 personnes dans une salle, les débats ne sont pas forcément faciles à organiser. On ne sait jamais exactement à quel moment ça va tomber. Donc ça, c'est un premier point qui me semblait très important à vous souligner. Le deuxième point, oui, j'oubliais quand même dans les raisons, accessoirement, les raisons qui peuvent amener un député ou une députée à être absent à l'Assemblée nationale, c'est les raisons personnelles. On a des députés qui ont des enfants. On a des députés qui ont accouché là, ou qui vont accoucher. Il y en a une dans mon groupe qui va accoucher là dans les jours qui viennent. Absolument rien n'est prévu pour que ces personnes-là puissent être représentées, ou puissent obtenir une procuration, ou puissent être remplacées. Ça n'existe pas. Donc quand on est malade, ou quand on a des obligations familiales, ou des impératifs autres, on n'est pas là, on n'est pas là. Voilà, les seules choses les seuls moments où on peut être représenté pour une procuration, c'est lors des votes solennels, c'est quand on fait un vote solennel sur une loi au complet. Là, on peut avoir une procuration si on n'est pas présent, une procuration par député.
et quelques très rares motifs. Le motif de maladie entre là-dedans, mais par exemple, le motif de congé maternité n'entre pas. Donc, quand on est en congé maternité, on ne peut pas faire de procuration. Voilà. Donc, c'était parce que, pour que vous compreniez aussi dans quelles conditions on siège, ça s'appelle la Ve République. Voilà, c'est organisé de cette manière-là. On pourra discuter peut-être éventuellement à la fin de comment on pourrait éventuellement passer à une Sixième République, mais c'est une autre question. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais venir pour vous dire un petit peu comment ça marche et surtout comment, quand on arrive dans ce monde-là, qu'on est comme moi un petit instituteur de campagne et qu'il faut tout apprendre d'un coup, c'est parfois compliqué et il faut faire ses classes, on va dire. Et je ne peux pas prétendre les avoir terminées parce que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Parce qu'à côté de ça, il y a ce pourquoi on est là. Donc je rappelle à toute fin utile, en ce moment, avec mon équipe, je fais la tournée de la circonscription. Il y a 98 communes dans la circonscription, donc on rencontre tous les maires, un par un. Je ne me plains plus depuis que ma collègue Catherine Couturier, qui est députée de la Creuse c'est le seul département de France où il y a une seule circonscription. Nous, ici, il y en a deux. Elle a 256 communes, donc je ne me permets plus de dire que j'ai beaucoup de communes dans ma circonscription. Mais le fait est que, voilà, on doit rencontrer tous les maires. Enfin, on a décidé, on ne doit pas, on a décidé de rencontrer tous les maires de la circonscription. Et quand je rencontre les maires, ce que je leur dis systématiquement, j'essaie de leur rappeler à quoi sert un député. Parce qu'il y a une confusion énorme dans l'esprit des gens. Le député est devenu, en particulier dans des départements comme le nôtre, ruraux, où il y a peu de parlementaires, parce que je rappelle qu'ici, il n'y a que 3 parlementaires, il y a un sénateur et 2 députés. On pense que le député est un élu local. Il se trouve que le député n'est pas un élu local, mais absolument pas. Même dans la Constitution de la Ve République, quoi qu'on en pense, le député n'est pas un élu local. Le député est un élu national. Le fait d'être élu par circonscription, c'est une modalité d'élection. On pourrait très bien imaginer, avec le même fonctionnement, d'avoir une élection au niveau national, avec 577 noms, etc., etc. C'est une modalité d'élection. Mais les choses se sont installées de telle manière qu'on se retrouve avec des députés qui sont considérés comme des élus locaux et comme les porte-parole de leur circonscription au niveau du national. Il se trouve que ça existe, ça a un nom, ça s'appelle les sénateurs. Les sénateurs sont les représentants des territoires dans la Constitution de la Ve République. Les députés, non. Le député, il a 3 fonctions. Écrire et voter la loi, ça c'est la première et sans doute la plus importante, quoique. Voter le budget et contrôler l'action du gouvernement. Et ces 3 fonctions-là, ce sont des fonctions nationales. Il se trouve par contre que nous sommes élus par circonscription et que donc fatalement nous sommes députés avec les réalités de nos circonscriptions. Quand on est de cette circonscription, parce que parfois il y a des élus qui ne sont pas de leur circonscription, ce qui accessoirement, dans le cadre d'une élection législative, ne devrait pas poser problème, puisqu'encore une fois, ce n'est pas la question. Mais quand on est élu d'une circonscription rurale comme la mienne, il est important, je pense, de porter cette réalité-là à l'Assemblée nationale. Parce que la ruralité, et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, la ruralité est vraiment l'angle mort des politiques nationales. Il y a aujourd'hui une obligation, par exemple, dans la loi, quand on sort un nouveau texte de loi, de prendre en compte la spécificité des Outre-mer. Ce qui est une excellente chose. La spécificité des quartiers politiques de la ville, ce qui est aussi une excellente chose. Mais jamais de la question rurale. Et il y a énormément de textes qui sont votés au niveau national, qui ont des répercussions immédiates sur le monde rural, sauf qu'ils sont votés par des gens qui très souvent ne connaissent pas le monde rural. Moi, j'ai constaté que même dans les circonscriptions rurales, très souvent, le député est issu du bourg-centre, de la ville, et non pas des campagnes. Et donc, être capable de porter à l'Assemblée nationale cette spécificité rurale, en particulier sur la question de l'éducation, j'y reviendrai après, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut être en circonscription. Mais quand on est en circonscription, on n'est pas à Paris. Et quand on n'est pas à Paris, les gens disent « Ah ben, ils ne sont pas à Paris pour voter la loi ». Et puis, par contre, ce qui est mon cas, j'essaye d'être à Paris le plus possible et sur la quasi-totalité des moments où nous devons siéger, eh ben, c'est le reproche inverse qui est porté. C'est-à-dire que moi, on m'explique que je n'étais pas à l'inauguration de la station d'épuration d'un petit village à côté de chez moi et que c'est un absolu scandale, donc il faut que je m'en explique aussi. Voilà, donc il y a ces injonctions paradoxales en permanence. Alors attention, hein, je tiens à dire que ce n'est pas une plainte, parce que j'entends souvent les gens dire après « Ah, ils se plaignent avec ce qu'ils sont payés, etc. » On pourra parler de ce qu'on est payé après si vous voulez. Mais je ne me plains pas, je constate. Je constate qu'on a un fonctionnement démocratique qui ne permet pas
aux députés de tenir leur rôle et de le tenir de la manière dont ils devraient le faire. Donc, élu national, siéger en hémicycle, c'est la partie émergée de l'iceberg, je l'ai dit. Et puis, il y a, dans le cas particulier des députés de la NUPES en général et peut-être de LFI en particulier, le fait que nous sommes très souvent, toujours d'ailleurs, des députés militants. Et donc, il y a une force à porter sur le terrain aussi. J'ai pu constater à mon grand dam que lorsque j'ai visité avec mon équipe, par exemple, l'hôpital de Manosque il y a quelques semaines, on a passé 8 heures là-bas à rencontrer tous les personnels, etc. Pour la première fois, c'est ce que nous ont dit les personnels, hein. D'abord, ils découvraient leur directrice. Ils avaient une nouvelle directrice depuis 2 ans. Grâce à notre visite, ils ont pu rencontrer leur directrice qu'ils n'avaient jamais vue. Ils nous ont expliqué que le hall de l'hôpital avait été nettoyé pour la première fois depuis 12 ans, hein, du sol au plafond, etc., etc. L'autre jour, j'étais en visite en garde à vue à Nanterre parce qu'il y avait des jeunes lycéens qui avaient été mis en garde à vue pour avoir manifesté devant leur lycée. Et on est allé contrôler, puisque c'est, pardon, j'oubliais ça comme mission du député, nous avons le droit, et donc de mon point de vue le devoir, de visiter les lieux de privation de liberté. Et on peut arriver quand on veut, comme on veut. Donc ça veut dire les prisons, les lieux de garde à vue, ça veut dire les hôpitaux psychiatriques où il y a de l'internement, et puis ça veut dire également les CRA, les centres de rétention administrative, etc. On peut arriver où on veut, quand on veut. Donc on a déboulé au commissariat de Nanterre. Il se trouve que les jeunes qui étaient là depuis 8 heures ont eu des matelas et des couvertures juste avant qu'on arrive. Voilà. Donc ça signifie une chose quand même, l'air de rien, ça signifie qu'on peut apporter cette force-là sur le terrain. Quand il y a une écharpe qui déboule, ça change un peu la donne, et pour la presse, et pour les forces de l'ordre, et pour les décideurs. Donc on essaie, nous, de porter cette force-là partout où on peut. Tout à l'heure, Gueltas parlait des raffineries. Les copains du nord de la France et puis les copains du 13 sont allés énormément sur les piquets de grève, etc. Sauf que quand ils le font, encore une fois, ils ne sont pas dans l'hémicycle. Donc il y a toutes ces choses-là à peser pour essayer de savoir comment être le plus efficace possible. Le dernier point avant de passer à la question de la commission éducation, de comment ça fonctionne, et pour répondre à la question qui m'a été posée par les copains du SNU, à savoir comment dans une telle commission on peut porter le même combat qu'on portait syndicalement ou politiquement auparavant. Je voudrais parler de l'hémicycle quelque temps, juste pour vous dire une autre réalité qui me semble très importante à partager. On a un certain nombre, et c'est une bonne chose, de députés femmes dans notre groupe, et qu'elles subissent 3 fois ce que nous on subit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en avoir conscience. Ces codes de débat qui sont dans l'hémicycle sont des codes d'hommes. Des codes masculinistes, virilistes, on appelle ça comme on veut. Et donc, par exemple, nous, dès que Aurélie Trouvé, que vous connaissez sans doute, qui est l'ex-présidente d'Attac et qu'on a la grande fierté de compter dans notre groupe, qui est une économiste de très haut niveau, quand elle attaque au micro, et voyez le terme que j'emploie, elle attaque, c'est la bronca immédiate en face, parce qu'elle parle trop aigu, parce qu'elle crie trop fort, parce qu'elle s'énerve, et parce que sa voix ne porte pas. C'est une voix de femme, ça va pas, apparemment ça va pas. Et c'est le cas pour toutes les femmes qui prennent la parole dans l'hémicycle, et en particulier dans nos rangs, mais c'est le cas aussi quand ça parle en face, sauf quand les femmes adoptent les codes du virilisme et arrivent à se positionner de cette manière-là. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ça veut dire que toutes les puissances souterraines qu'on peut avoir dans notre société de domination sont présentes dans l'hémicycle. Et donc, par exemple, quand Rachel Keke, que vous connaissez peut-être, prend la parole, moi j'en vois qui imitent son accent. Quand Daniel Obono prend la parole, il y en a qui font le singe, etc., etc. Donc il faut avoir conscience de ça. On est dans quelque chose qui est extrêmement violent. Et ça, je voulais le partager avec vous parce que souvent, quand on parle de l'Assemblée nationale, on ne parle que de ça. On parle de l'hémicycle, c'est un grand théâtre, tout le monde fait son show, ce qui est vrai, hein, ce qui est manifeste. C'est-à-dire que c'est la manière aussi de poser les choses et de faire avancer les choses. Mais ce n'est qu'une toute petite partie du travail parlementaire. Et il se trouve que cette toute petite partie est celle qui est le plus mise en lumière, et il se trouve que c'est cette partie-là où se retrouvent tous les codes de la guerre. Et donc, tous les codes d'agression, de défense, voilà. Donc, il faut absolument avoir conscience de ça pour comprendre comment ça fonctionne et comment ça se pose. Et je finirai sur un exemple tout simple, pour vous montrer comment ça marche. Il y a comment dire, l'emploi du temps de l'hémicycle n'est pas fixé par l'hémicycle.
l'emploi du temps de l'hémicycle est fixé par le gouvernement. C'est lui qui décide quand on siège, sur quel texte on travaille, dans quel ordre, à quel rythme, etc. Puis après, il y a la conférence des présidents. Je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionne. Il y a une présidente de l'Assemblée nationale qui s'appelle Yaël Braun-Pivet, qui est du groupe Renaissance, du groupe majoritaire. Et après, il y a 6 vice-présidents. Et ces 6 vice-présidents sont censés représenter les différents groupes de l'Assemblée. Donc nous, on a une vice-présidente qui s'appelle Caroline Fiat, que vous connaissez peut-être aussi. Il y a une vice-présidente socialiste qui s'appelle Valérie Rabault. Il y a une vice-présidente du MoDem, dont j'ai oublié le nom, qu'elle m'en excuse, une vice-présidente d'Horizon et 2 vice-présidents du RN, Fabien Chenu et l'autre dont j'ai oublié le nom, faisant preuve ainsi de virilisme, puisque j'ai oublié le nom de 3 femmes et que j'ai retenu le nom du seul homme. Voilà, donc je rappelle d'abord que ces 2 vice-présidents RN ont été élus avec les voix de la majorité, puisqu'ils ont eu plus de 280 voix pour être élus vice-président de l'Assemblée nationale, alors qu'ils ne sont que 89 dans le groupe RN. C'est quand même important à souligner. Et il faut bien comprendre que quand on est vice-président de l'Assemblée nationale, on préside la séance. Ce n'est pas toujours la présidente, la pauvre, qui préside toutes les séances. Donc ça tourne. Et donc, il y a des séances qui sont dirigées par Yaël Braun-Pivet, il y a des séances qui sont dirigées par Caroline Fiat, et il y a des séances qui sont dirigées par les vice-présidents du RN. Et c'est ce bureau de l'Assemblée qui décide du rythme et qui décide, par exemple, si on va prolonger après minuit, etc., etc. Je ne sais pas si vous êtes au fait du rythme, mais en gros, on attaque le lundi après-midi à 16h. Et puis ensuite, le mardi matin, on n'a rien parce qu'il y a des commissions qui se réunissent en hémicycle, mais l'après-midi, on réattaque à 15h. Et le rythme, c'est 15h, 20h, puis 21h30, minuit. Et le lendemain, 9h, 13h, 15h, 20h, 21h30, minuit, et ainsi de suite. Et après, il peut y avoir des prolongations dans la nuit. Pour qu'il y ait prolongation dans la nuit, il faut qu'il y ait un accord des présidents et il faut qu'on puisse prouver qu'on peut terminer le texte dans la nuit. On n'a pas le droit de prolonger comme ça indéfiniment. Mais voilà, tout ça, ça se décide au fur et à mesure. Et j'ai perdu mon propos initial, je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça, mais toujours est-il que, oui, ce rythme-là n'est pas fixé par nous. Et donc, on est tenu d'être prêt en permanence sur un certain nombre de textes, sans savoir forcément dans quel ordre ils vont arriver, à quel moment, est-ce qu'on va finir ce soir ou pas. Et il y a tout un tas de stratégies parlementaires. Alors nous, on a les nôtres, bien entendu, mais le gouvernement a un certain nombre, et le groupe majoritaire a un certain nombre d'armes qu'il peut utiliser pour contrer les groupes d'opposition. Et il y en a une, c'est le temps de parole. Ça peut paraître ridicule, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont fixées. On a 2 minutes de prise de parole. Alors, il y a 5 minutes par groupe, puis 2 minutes pour les orateurs, etc. Ce qui est normal, qu'il y ait des règles, parce qu'à 577, sinon ça serait l'enfer sur Terre et on n'arriverait pas à se parler. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas de limite de temps. C'est le ministre qui est en charge du dossier en cours. Et hier soir, si je ne me trompe, non, avant-hier soir, pardon, jeudi soir, on en arrivait, non, c'était vendredi soir, c'était hier soir, on en arrivait à un amendement très important qui était le rétablissement de l'ISF. Ils se sont comptés sur les bancs. Ils étaient moins nombreux que les oppositions. Ils ont donné la parole au ministre, qui a parlé très tranquillement jusqu'à minuit. Et à minuit, on a clôturé la séance. Et donc, on réattaquera l'amendement sur l'ISF mardi prochain. Et mardi prochain, j'imagine qu'ils auront battu le rappel et qu'ils seront tous là. Donc, il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre qu'on est dans quelque chose qui n'est pas seulement du théâtre, mais qui est un vrai travail stratégique, une vraie lutte politique, alors qui n'est pas avec les poings, encore que c'est arrivé, mais qui est en permanence et avec laquelle il faut que nous, on fasse. Et donc, quand on veut porter des thèmes à l'Assemblée, c'est quelque chose de parfois très compliqué parce que ce n'est pas nous qui choisissons les thèmes qui vont être abordés. Et il y a plusieurs armes qui sont à la disposition également du gouvernement pour contrer un certain nombre de choses, des armes réglementaires, comme par exemple l'article 40 de la Constitution. Je ne sais pas si vous connaissez l'article 40 de la Constitution, qui est une invention de Charles de Gaulle dès le début, mais qui a été renforcée au fur et à mesure, et la dernière fois en 2017 par la majorité d'Emmanuel Macron. L'article 40, c'est cet article qui stipule que de la part de l'Assemblée nationale, il ne peut y avoir aucun texte proposé qui engage une nouvelle dépense pour l'État. Et donc, c'est fabuleux. Le gouvernement n'est pas tenu à cette règle-là, bien sûr, parce qu'il y a 2 sortes. Il y a projet de loi. Projet de loi, c'est les projets portés par le gouvernement et qui sont votés par l'Assemblée. Et proposition de loi, c'est les propositions de l'Assemblée. Et on ne joue pas à armes égales du tout.
Et donc, ça permet aussi des petites carambouilles, parce que, par exemple, un projet de loi demande une étude d'impact. Donc, quand le gouvernement ne veut pas faire d'étude d'impact, il demande à son groupe majoritaire de présenter une proposition de loi. Et la proposition de loi n'a pas besoin d'étude d'impact. Donc, c'est comme ça qu'on peut rouvrir un terminal méthanier au Havre pour importer du gaz de schiste américain sans étude d'impact environnemental, parce que c'est une proposition de loi, c'est le groupe majoritaire qui le portait, c'est pas le gouvernement, donc on se passe d'études d'impact. Et à l'inverse, quand ce sont des propositions de loi, on n'a pas le droit de faire une proposition de loi ou un amendement qui implique une nouvelle dépense pour l'État. Donc ça veut dire que soit on est capable d'équilibrer notre budget, c'est-à-dire de dire « Ok, nous on ouvre une nouvelle dépense, mais en face on ouvre une nouvelle recette », soit notre amendement, notre proposition de loi est déclarée irrecevable et même pas étudiée en hémicycle. Et vous imaginez bien qu'il est parfois extrêmement compliqué de faire des propositions de loi ou des propositions d'amendement pour, par exemple, embaucher 100 000 enseignants sans que ça soit une dépense supplémentaire pour l'État. Enfin, si vous avez un truc, vous me dites, mais nous, on n'a pas encore trouvé. Donc c'est pour ça que parfois, vous voyez passer, pour ceux qui suivent de très près, des gages sur le tabac, par exemple. C'est le grand truc. On gage sur le tabac, c'est-à-dire qu'on va augmenter le prix du tabac, et comme ça, on fait rentrer. Et en fait, c'est pas vrai. C'est juste pour équilibrer le budget et que notre amendement ne soit pas irrecevable. Parce que, par contre, on n'a pas le droit de l'équilibrer de manière intelligente. Donc, par exemple, sur les retraites, si on dit on veut revenir à 60 ans, c'est une dépense supplémentaire pour l'État. Nous, on avait chiffré combien coûtaient ces 2 ans-là en assurance chômage pour les seniors qui ne travaillent pas, en frais de santé pour les seniors qui tombent malades, etc., etc. Mais ça vaut pas. Ça vaut pas. C'est pas recevable. Voilà. Donc, il me semble important de poser ce cadre-là avant de parler de comment on mène le combat malgré tout dans ce cadre-là. Ça, c'était mon premier point, c'était le point un peu large. Après, autour de l'hémicycle, il faut comprendre qu'on travaille la plupart du temps en commission. Il y a 8 commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Alors, je les ai notées parce que j'oublie tout le temps. Affaires culturelles et éducation, où je siège, affaires économiques, affaires étrangères, affaires sociales, défense, développement durable et aménagement du territoire, finances et loi. Quand vous écoutez les intitulés, vous voyez bien que forcément ces commissions n'ont pas travaillé de la même manière. La commission des finances, la commission des lois vont siéger quasiment en permanence parce qu'elles sont saisies au fond sur quasiment toutes les lois qui passent. Toutes les lois qui passent vont avoir une incidence financière et toutes les lois qui passent, par définition, passent devant la commission des lois. Quand on est aux affaires étrangères, c'est très différent. Le travail n'est pas justement sur le travail législatif. Nous, à la commission éducation, il est très rare qu'on soit sur le fond, sur le travail législatif à proprement parler. On est sur un travail d'audition, sur un travail de rapport, de mission d'enquête, etc., etc. Je me suis fait souffler d'ailleurs par mon collègue Jérôme Le Gavre à la commission d'enquête sur la loi Blanquer. Je suis dégoûté parce que j'aurais adoré enquêter sur les conséquences de la loi Blanquer, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mais bon, je vais suivre ça quand même de près. Donc, on siège en commission. Comment ça fonctionne, les commissions ? Les commissions permanentes, il y en a 8. Donc, en gros, dans chaque commission, il y a 1/8 des députés. Et c'est au prorata de la taille du groupe. Voilà. Donc, nous, en commission éducation, on est 71 membres. Là-dessus, on est 19 de la NUPES. Et nous, on est 9 de la France Insoumise. Parce que c'est au prorata de la taille du groupe dans l'Assemblée nationale. Une fois qu'on est réunis en commission permanente, quand on siège, on élit le bureau de la commission. Donc président, 4 vice-présidents, 4 secrétaires. Et là, il y a un premier combat qui se mène. Parce que forcément, quand on est dans le bureau, on n'a pas les mêmes moyens d'agir que quand on n'est pas dans le bureau. Puisque c'est le bureau qui fixe ce sur quoi va travailler la commission. Il se trouve que nous, on a réussi à faire élire une vice-présidente à la commission éducation qui s'appelle Sarah Legrain, qui est députée de Paris, pour ceux qui la connaissent, et qu'on arrive à peser plutôt pas mal sur les décisions du bureau. Et c'est comme ça qu'on décide de qui on va auditionner. Donc on a auditionné par exemple Rima Abdul Malak, la nouvelle ministre de la Culture. On a auditionné la ministre de la Jeunesse et des Sports par rapport aux Jeux Olympiques. On a auditionné Pape Ndiaye sur les conditions de la rentrée. Mais nous, on a demandé, par exemple, à auditionner l'ensemble des syndicats représentatifs du premier et du second degré, pour parler de la rentrée. On a demandé à auditionner, et on a obtenu la totalité des fédérations de parents d'élèves représentatives pour parler de la rentrée. Et ça, par exemple, c'était pas du tout dans le schéma au départ, de poser la question à ces gens-là, de comment s'était passée la rentrée, etc. Donc, en gros, en commission, il y a le planning qui est décidé par le bureau, sur lequel on peut peser d'une certaine manière,
en essayant de demander que telle ou telle commission d'enquête soit lancée, que tel sujet soit posé sur la table, que telle personne soit auditionnée devant la commission. Mais après, là aussi, on est sur des règles qui sont très particulières. Donc, quand il y a quelqu'un qui est auditionné, donc par exemple, l'autre jour, on a auditionné Édouard Geffray, que certains ici connaissent, ceux qui sont enseignants, ont tous reçu des mails d'Édouard Geffray ces 5 dernières années. Édouard Geffray était le DRH du ministère de l'Éducation nationale à partir de 2017 et le DGESCO, le directeur général de l'enseignement scolaire de Jean-Michel Blanquer à partir de 2021. Il se trouve qu'on a changé de ministre, mais on n'a pas changé de cabinet. C'est exactement le même cabinet. Et donc, Édouard Geffray est toujours le DGESCO de Pape Ndiaye. Et donc, la politique qui est menée à l'heure actuelle par Pape Ndiaye est exactement la même que celle qui aurait été menée si Jean-Michel Blanquer n'avait pas été battu aux législatives. Donc, voilà, on auditionne Édouard Geffray, et là, ça se passe de la manière suivante. Il est là, il fait sa présentation pendant 10 minutes, un quart d'heure. Là, c'est pareil, on a ce déséquilibre où lui n'a pas de temps de parole contraint, alors que nous en avons un. Puis, par groupe, il y a un orateur qui peut parler pendant 2 minutes pour poser une question. Le ministre, ou la personne, je dis le ministre pour Geffray, parce que là, quand je lui ai posé la question, je lui avais posé une question qui me semblait intéressante, à laquelle il n'a pas répondu, puisque vous savez que cette année, on va étendre à l'ensemble du territoire les évaluations d'école. Donc j'imagine qu'un certain nombre de collègues ici ont déjà reçu leurs instructions pour organiser leur évaluation d'école au mois de décembre prochain. Il se trouve que c'est un dispositif expérimental et que ce dispositif expérimental n'a pas été évalué. Donc moi, je lui ai posé la question de savoir s'il y avait une évaluation de ces évaluations avant de l'étendre à l'ensemble du territoire. Si oui, est-ce qu'on pouvait éventuellement connaître les résultats ? Et sinon, est-ce qu'il était d'accord pour retirer ces évaluations qui n'avaient pas été évaluées avant qu'elles le soient ? Il n'a pas répondu. Par contre, je lui ai adressé la parole en lui disant « Le ministère que vous dirigez depuis 5 ans a mis en place des évaluations. » Là-dessus, il a répondu. Parce que là, par contre, il était très colère que je lui ai dit que c'était lui qui dirigeait le ministère. Mais en tout cas, c'est le cas, c'est lui qui dirige le ministère. Donc, les responsables de groupe ont 2 minutes pour poser leurs questions, puis lui répond. Et ensuite, on a des prises de parole d'1 minute, c'est très très court, 1 minute, où il faut arriver à poser sa question et qu'elle soit intéressante et qu'elle l'oblige à répondre, mais c'est par salve. Donc ça veut dire qu'on a 10-15 questions qui sont posées, puis il répond. Et l'énorme avantage, c'est que quand on répond à 15 questions, on répond à celles qu'on veut. Voilà. Donc, il y a aussi, dans ces auditions-là et dans cette manière de mener le travail parlementaire, quelque chose qui n'est pas tout à fait de l'ordre de la réalité démocratique, on va dire. Alors, on peut hurler dans la salle pour dire qu'on n'a pas répondu à sa question, etc., mais ce n'est pas forcément très efficient. Par contre, cette commission permet, en tant que commissaire à l'action culturelle et à l'éducation, on a toute liberté pour mener le reste de nos travaux. Donc nous, par exemple, on a décidé au groupe LFI en juillet d'auditionner l'intégralité des syndicats enseignants, des collectifs d'AESH, des syndicats AESH, des collectifs d'ATSEM, des syndicats d'ATSEM, des parents d'élèves, des syndicats lycéens, des syndicats étudiants, etc. À quoi ça sert de faire ces auditions? D'abord, la première chose, c'est de réunir nos propres données pour pouvoir répondre, les copains syndicalistes connaissent ça, aux données qui sont apportées par le ministère, dire nous avons nos propres données et ces données ne sont pas exactement les mêmes et voilà où peuvent se trouver les soucis. Mais la deuxième chose, c'est que ça nous a permis de fabriquer des propositions de loi. Alors, une proposition de loi, c'est une loi qui est construite par les députés et qui est proposée au Parlement. Il faut savoir qu'en fait, elle n'est pas proposée au Parlement. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à savoir. On sort une proposition de loi, mais on ne peut pas la proposer au Parlement parce que c'est le gouvernement qui décide ou non de l'inscrire à l'emploi du temps de l'hémicycle. Il y a un seul moment où on peut, c'est la niche parlementaire. Vous avez tous entendu ce terme de niche parlementaire. C'est un jour par an où un groupe politique peut proposer au Parlement ses propres propositions de loi. On a eu la niche Modem, là, qui est la première de l'année la semaine dernière, et le 24 novembre, on a la niche La France Insoumise, où on va proposer un certain nombre de textes. C'est une journée. Donc nous, par exemple, on a retenu 12 textes, je peux vous les dire.
On a une proposition de loi pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, une proposition de loi de taxe sur les super-profits, une proposition de loi d'abaissement du seuil de signature pour le référendum d'initiative populaire à 1 million, puisque vous savez que pour le moment c'est à 4 millions, nous on demande à ce que ça descende à 1 million, une proposition de loi pour monter le SMIC à 1 600 €, une proposition de loi d'allocation d'autonomie pour les jeunes, une proposition de loi sur les Uber Files, une demande de commission d'enquête, parce que dans les propositions de loi, il y a plusieurs types de propositions. Et il y a en particulier la possibilité de demander des commissions d'enquête, une proposition de loi sur la question de l'eau et de la sécheresse, je pourrais entrer dans les détails si vous le souhaitez, une proposition de loi sur la question hospitalière, avec la question de la réintégration des soignants, et puis un article sur les exclus du Ségur, une proposition de loi sur l'abolition de la corrida, une proposition de loi anti-concentration dans les médias, une autre sur la gratuité des fournitures scolaires et une dernière sur la création d'un corps statutaire d'AESH. Ça, c'est les 12 qu'on a retenus, nous, à l'interne de LFI, au milieu de 75-76 propositions qu'on faisait. Ces 12-là seront traités en commission. Il n'y en a que 4 ou 5 qui passeront dans l'hémicycle. Parce que sur une journée, on n'a pas le temps de porter 12 propositions de loi. Et si on va en faire passer quelques-unes, on essaye de porter les plus intéressantes de notre point de vue. Voilà, donc nous, on a travaillé, d'abord LFI, et puis après on a réussi, on commence à construire un travail NUPES, c'est-à-dire avec tous les partis qui font partie de la NUPES, plusieurs propositions de loi qui concernent directement l'éducation nationale. La première, on l'a sortie début août, c'était une proposition de loi sur le recrutement d'enseignants, dont l'article 1, en gros, disait obligation de recrutement sur liste complémentaire et d'épuisement de la liste complémentaire avant de faire appel à des contractuels ou à l'extérieur. Le deuxième article, c'était l'organisation d'un concours exceptionnel en urgence en janvier 2023 pour faire un recrutement massif d'enseignants. L'article 3, c'était la titularisation des contractuels en poste depuis plus de 3 ans qui le demandaient et qui le souhaitaient. Et l'article 4, c'était la création d'un corps d'AESH avec un statut de fonctionnaire. On a sorti ça le 3 août. Ça permet quoi? Elle ne va pas être étudiée en hémicycle, celle-là. Mais ça permet quoi? Ça permet d'abord de faire une conférence de presse, de communiquer là-dessus, de mettre ce thème-là dans le débat. Il se trouve que, je ne prétends pas que ce soit le seul point d'appui, mais c'est l'un des points d'appui qui a fait que, le 6 ou le 7 août, Pape Ndiaye a annoncé le recrutement sur liste complémentaire. Et puis il a annoncé dans la foulée l'organisation d'un concours exceptionnel au printemps 2023. Alors, ce n'est pas celui qu'on voulait, ce n'est pas de la manière dont on voulait, mais l'air de rien, on a pesé là-dessus. À la fin août, on a sorti une proposition de loi sur la gratuité totale de l'école. On avait travaillé avec les fédérations de parents d'élèves, etc. Donc, gratuité de la cantine, gratuité des fournitures scolaires, gratuité des transports scolaires, etc. etc. Donc, toutes ces propositions de loi sont disponibles sur le site de l'Assemblée. Elles sont publiées systématiquement. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, à aller visiter le site de l'Assemblée. Parce que pour le coup, ceux qui sont habitués aux interfaces éducation nationale, ce n'est pas exactement les mêmes interfaces, hein. On a un site de l'Assemblée qui est extrêmement bien fait, où vous avez accès absolument à tout. Donc vous avez accès aux députés un par un, avec toutes leurs positions de vote, avec toutes leurs interventions en hémicycle ou en commission. Vous avez le relevé de tous les votes, vous avez tous les textes qui sont déposés, vous avez les amendements un par un, et il y a des outils sur ce site qui sont fabuleux. Il y a une vidéothèque où vous avez accès à tout, tout est filmé en permanence. Vous avez accès, donc je le disais, aux positions de vote des députés, donc vous pouvez aller vérifier. Donc, par exemple, je tiens à vous dire que l'article de la Provence de ce matin est mensonger, puisqu'il y a un article dans la Provence qui est paru ce matin où le journaliste de la Provence a soi-disant interviewé les 2 députés du 04 sur leur position de vote lors de l'amendement sur les super-profits proposé par le MoDem, et il en déduit sur une page entière que les 2 députés, RN et LFI, ont voté pour cet amendement instaurant une taxe sur les super-profits. Je peux vous dire comment a été fait l'interview, elle a été faite par texto. Ah non, moi j'ai reçu un texto, pourrais-tu me dire ce que tu as voté et pourquoi? Donc j'ai répondu par texto. Et apparemment, il a fait la même chose, le journaliste, avec mon collègue de la première circonscription, Christian Girard, député Rassemblement National, qui a dit la même chose. Le problème, c'est que Christian Girard n'était pas à l'Assemblée nationale le soir de ce vote-là, donc il n'a pas voté pour cet amendement pour la bonne et simple raison qu'il n'était pas là. Voilà, donc dites-le autour de vous, nous on a fait une petite réclamation auprès de la Provence. Mais voilà, on ne peut pas mentir sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. De ce point de vue-là, c'est très intéressant. Tout y est. Et donc, toutes les propositions de loi qui sont déposées, tous les amendements qui sont déposés sont là. Et il y a des outils absolument fabuleux que nous, on utilise en séance, mais qui sont publics. Il y a un outil qui s'appelle Ilias. C'est les textes en cours. Il y a l'amendement, il y a le texte original.
Vous pouvez passer de l'un à l'autre, vous pouvez voir ce qui est proposé. Et puis après, à chaque fois, en temps réel, il y a le déroulé de la séance et puis qu'est-ce qui est voté, à quel moment, adopté, rejeté, abandonné, etc. etc. Donc tous les éléments que je vous donne là sont disponibles sur le site. C'est extrêmement foisonnant, c'est difficile de s'en emparer, mais par contre, il y a des moteurs de recherche qui sont très bien faits. Donc si vous avez un intérêt très spécifique, c'est relativement facile d'avoir accès à l'information. Donc on a sorti cette deuxième PPL. Étrangement, Clément Beaune, le surlendemain, annonce qu'il est en train de réfléchir, bon apparemment il réfléchit toujours, parce que ça n'a pas été fait, mais qu'il est en train de réfléchir à la gratuité des fournitures scolaires dans les quartiers politiques de la ville. Voilà, ça sert aussi à ça, de déposer une PPL. Ça sert d'abord à dire ce que nous, on ferait si on était aux manettes, ce qui semble quand même important. Et puis la deuxième chose, ça sert à aiguillonner le gouvernement, à poser dans le débat parlementaire des thèmes qui n'y sont pas, et à mettre la lumière sur un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est le travail que nous faisons en commission. On auditionne des gens, on travaille sur des textes, on propose des propositions de loi, on dépose des propositions de loi. On peut déposer également des questions orales au gouvernement. Alors, on a un droit, c'est extrêmement complexe, hein, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais on a un droit de tirage. Donc, en fonction de la taille du groupe, etc. Donc, nous, par exemple, dans notre groupe, on a 4 questions au gouvernement chaque mardi. Voilà, 4, c'est tout. Donc c'est pareil, il faut un arbitrage dans le groupe. On ne veut pas poser toutes les questions qu'on veut, etc. Questions orales dans l'hémicycle. Après, on peut déposer autant de questions écrites, enfin pas autant, mais 52, il y a du chemin quand même. Autant de questions écrites au gouvernement que l'on souhaite. Donc ça, c'est des questions qu'on dépose sur le site de l'Assemblée nationale, qui sont publiées au journal officiel et qui sont transmises aux ministres concernés. Et ils sont tenus de nous répondre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a écrit. Hein. Ils sont tenus de nous répondre. Il n'y a pas écrit quand, il n'y a pas écrit comment, mais ils sont tenus de nous répondre. Ça m'a permis, par exemple, je vous donne un exemple, d'interpeller la ministre des Anciens Combattants sur la reconnaissance de 2 cités de Manosque, là, qui sont des lieux de relégation des harkis, qui ne sont pas reconnus comme tels par la loi de 2018. Et ce qui fait que les gens qui ont séjourné dans ces lieux de relégation de harkis n'ont pas droit à leur indemnité et à leur reconnaissance en tant que harkis ayant été relégués et donc ne touchent rien. C'est pas rien quand même. Et quand on pose une question écrite comme ça au gouvernement, qu'on la publie, qu'on en fait la publicité, l'air de rien, ben, ça fait bouger les choses. Là, pour le coup, elle va être obligée de me répondre sur cette question-là, parce qu'elle n'a pas le choix. Voilà. Donc, c'est toutes ces petites choses-là dont on peut s'emparer quand on est minoritaire dans un hémicycle de la Ve République, dont on peut s'emparer pour essayer de faire bouger les choses. Et sur les questions d'éducation, on a donc déposé ces 3 propositions de loi, ces 2 propositions de loi, pardon, je n'ai pas parlé de la troisième. La troisième va être déposée pendant notre niche parlementaire, donc pour le coup va être débattue en hémicycle, et on a extrait de notre première proposition de loi un article pour en faire une loi complète, et ça va être une des 5 qui va être défendue dans l'hémicycle le 24 novembre. C'est une loi pour la création d'un corps statutaire d'AESH dans l'éducation nationale, avec un statut de cadre B, avec une carrière de fonctionnaire, une grille indiciaire, et par exemple, pour vous dire que porter la ruralité, ça veut dire quelque chose, j'ai fait ajouter à cette proposition de loi la prise en charge des trajets entre 2 écoles, quand on est sur 2 écoles, et des trajets domicile-travail quand on est à plus de 10 km de son lieu de travail. Et ça, c'est vrai que la copine qui porte cette proposition de loi, qui s'appelle Nadège Abou-Mongali, qui est une députée absolument merveilleuse du 93, elle fait le tour de sa circonscription à pied, donc autant vous dire qu'elle n'avait pas réfléchi à cette situation-là. Voilà, donc c'est là qu'on peut apporter des choses intéressantes. Donc ça va être déposé le 24 novembre, ça. Et puis, on dépose une autre proposition de loi hors niche parlementaire sur la question de Parcoursup, qui a un article dedans, c'est l'abolition de Parcoursup. Et en fait, l'intérêt de ce genre de choses, on n'espère pas qu'ils vont nous dire « Ah bah oui, vous avez super raison, on va voter ça, c'est super chouette ». Mais par contre, ce qui est sûr, c'est ça nous permet de la porter en débat et de venir dessus. J'avais pris plein de notes, donc j'essaie de regarder si j'ai rien oublié. Oui, il y a, dans les possibilités d'action des parlementaires quand même, il y a déposé des résolutions. Donc il y a des résolutions politiques, par exemple pour la libération de Salah Hamouri, pour voilà, des choses très politiques, très symboliques, etc. Mais il y a des résolutions qui peuvent être contraignantes pour le gouvernement. Donc la demande d'un rapport, par exemple.
Et donc là, on a obtenu 2 commissions d'enquête, l'une qui est donc dirigée par mon collègue Jérôme Legavre sur le bilan de la loi Blanquer. Est-ce que la loi pour l'école de la confiance a rétabli la confiance dans l'éducation nationale? Spoiler alerte, non. Mais bon, on va laisser la commission d'enquête faire son boulot. Et une autre sur la réforme de l'éducation prioritaire. Et celle-là, c'est moi qui vais être rapporteur. Donc quand on est rapporteur, on a la grande joie d'être 2. Pour ceux qui ont vu Debout les femmes de François Ruffin, c'est une commission d'enquête lancée à la demande de François Ruffin sur les métiers du soin et les métiers du lien. Il en a fait un film. Et pour ceux qui ont vu le film, le deuxième, c'est Bruno Bonnel, qui est le Trump français, le monsieur qui faisait The Apprentice en français sur M6, et qui est le député de la majorité. On est toujours avec un député de la majorité en discussion. Donc par exemple, mon camarade Jérôme va être avec, je crois que c'est Madame Rilhac, qui va être avec lui sur la commission d'enquête. Ah non, elle est avec Rodrigo Arenas sur la mission Flash sur la rentrée. Madame Rilhac, tout le monde voit, la loi Rilhac sur la direction d'école. C'est la dame qui a apporté la loi qui fait que les directeurs d'école sont aujourd'hui les supérieurs hiérarchiques, au moins de manière fonctionnelle, de leurs collègues de travail, avec qui je siège en commission éducation. Voilà, donc pour vous donner un peu ce panel-là, il y a ces résolutions, il y a ces commissions d'enquête, il y a d'autres instances où on peut travailler, il y a des comités. Il y a par exemple un comité dont vous avez forcément entendu parler sans le savoir, c'est le comité de respect de l'article 26. L'article 26, c'est la protection des parlementaires. Et donc, c'est par exemple ce comité-là qui va décider de la levée ou non de l'immunité parlementaire de certaines personnes qu'on ne nommera pas, comme Damien Abad par exemple, lorsque on en viendra à des questions de passage devant un tribunal pour un député. Donc il y a plein d'organismes comme ça, il y a des organismes interparlementaires avec le Parlement européen, etc. Il y a des groupes d'études, il y a des groupes d'amitié. Je siège moi au groupe d'amitié avec l'Algérie pour des raisons qui me sont très personnelles. Donc ce sont des leviers qu'on peut, avec lesquels on peut agir pour demander à se rendre sur place, à discuter, à rencontrer du monde. Et on n'a pas le droit de se soustraire à une demande de parlementaire de venir à une audition ou de venir à une enquête. Donc c'est quand même un pouvoir qui peut être intéressant à actionner. Et pour finir, en tout cas dans ce dernier point sur la question de la commission éducation, la question, il me semble, la plus centrale pour répondre à qu'est-ce que c'est d'être syndicaliste et d'être enseignant quand on est député, je pense que c'est sur le point le plus central, c'est ça, c'est la connaissance de la réalité du métier. Je donne un exemple tout bête. Au moment où Jean-Michel Blanquer est auditionné devant la commission éducation de la dernière mandature sur la loi Rilhac, il explique que en fait, c'est une demande de la profession et que c'est une demande extrêmement majoritaire dans la profession que les directeurs demandent à être directeurs, directrices, les supérieurs hiérarchiques, et tout le monde est super content avec ça. Il y a une enquête du ministère qui avait été lancée 3 mois avant. 89% des directeurs d'école auditionnés, et on avait demandé qu'aux directeurs, on n'avait pas demandé aux adjoints, aux adjointes, on avait demandé qu'aux directeurs. 89% des directeurs et directrices qui avaient répondu à ce sondage du ministère de l'Éducation nationale étaient contre le statut de directeur et l'autorité fonctionnelle. 89%. Il n'y a personne dans la commission éducation qui est capable de répondre ça à Jean-Michel Blanquer. Et pourquoi il n'y a personne? C'est tout bête. À l'époque, dans le groupe France Insoumise, ils n'étaient que 2, et il n'y avait pas d'enseignants là-dedans. Donc, on ne peut pas tout mener de front, on ne peut pas tout savoir, etc. Et donc, il me semble que le point central, quand on est... Alors, pour vous donner une idée, on est 5 instituts à l'Assemblée nationale. Il y en a 3 à la France Insoumise, il y en a 1 à Europe Écologie Les Verts, et il y en a 1 au MoDem. Je ne sais pas ce qu'il fait au MoDem. Mais je crois qu'il n'a pas été institut depuis très très longtemps. Donc, l'air de rien, ça veut dire quelque chose. C'est la première fois, je crois, depuis 30 ans qu'il y a des instituts à l'Assemblée nationale. Voilà, il y a un certain nombre d'enseignants du second degré. Il y en a plus quand même, parce que c'est quand même mieux d'être dans le second degré. Je le sais parce que moi j'étais dans le second degré, je suis passé dans le premier, et on m'a expliqué à de multiples reprises que c'était vraiment déchoir que de passer dans le premier degré. Mais bon, il y a un certain nombre d'enseignants. C'est des gens qui portent une réalité. Parmi ces enseignants, en particulier dans notre groupe, il y a énormément de syndiqués, de gens qui étaient déjà engagés dans le combat syndical. Et donc, il me semble que si je dois apporter une réponse à la question qui m'était posée, qu'est-ce que ça fait, comment on peut être député comme on a été syndicaliste? C'est comme ça, c'est-à-dire en conservant
dans ce combat parlementaire les données essentielles du terrain et savoir répondre pied à pied. Édouard Geffray, personne ne sait qui c'est. Si vous n'avez pas vécu 5 ans de blanquerisme en tant qu'enseignant, Édouard Geffray, vous ne savez pas qui c'est. Sauf que c'est lui le patron, c'est lui qui décide de ce qui se passe. Et donc, quand il arrive devant la commission éducation, il est extrêmement important qu'on puisse faire passer le mot et savoir aussi sur quel bouton appuyer et comment venir peser pour essayer d'infléchir un certain nombre de choses. Voilà. Je ne peux pas dire beaucoup de choses de plus par rapport à ça, parce qu'il ne vous aura pas échappé que nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale, que nous sommes minoritaires dans une 5e République où les pouvoirs du Parlement, comme je vous l'ai montré un peu avec cet exemple de l'article 40 et d'autres, c'est très difficile de faire peser le pouvoir parlementaire. Mais comme je n'aime pas terminer sur une note, comment dire, défaitiste, parce que c'est pas comme ça que ça marche, je voudrais quand même poser quelques pistes qui peuvent intéresser à la fois les enseignants et en particulier les syndicalistes qui sont dans cette salle. Un premier point, nous sommes à la croisée des chemins sur un certain nombre de choses et qu'ils le veuillent ou non, ils ne peuvent pas faire semblant. Alors ils font quand même semblant. Hein. À chaque fois qu'il y a des copains écolos qui prennent la parole, en général, dans l'hémicycle, quand un copain écolo prend la parole, une copine écolo prend la parole, elle place le mot réchauffement climatique dans sa phrase. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, les écolos, c'est une sorte de tic de langage. Ça hue immédiatement. Mais c'est ahurissant. Ça hue. Parce que ça va, c'est bon, vous n'allez pas nous gonfler encore avec le réchauffement climatique. Je vous promets que c'est vrai, c'est ahurissant. Et je ne parle pas des types en face. Hein. On pourra en parler, si vous voulez, des 89 en face, là, des 89 députés RN. Mais si on en parle, je vais redevenir désespérant, parce que c'est quelque chose de très inquiétant, parce qu'ils sont très bien organisés et qu'ils préparent la suite. Mais là, je parle des rangs de la majorité relative, que nous on appelle amicalement la minorité présidentielle. Quand on parle de réchauffement climatique, mais vraiment, voilà, mais parce qu'ils le pensent. Oui, j'ai oublié de vous dire ça au début. Moi, c'est la première information que je veux partager avec vous. Ces gens-là pensent ce qu'ils disent. C'est très très important, c'est une découverte pour moi. Alors ça peut paraître complètement naïf, mais c'est une découverte pour moi. Et je tiens à la partager avec vous. Ces gens-là pensent ce qu'ils disent. Ils ne mentent pas sur leur... Ils sont absolument persuadés que si on donne le RSA aux pauvres, ils n'iront plus bosser. Ils sont absolument persuadés qu'on vit bien avec un SMIC. Mais vraiment, ils sont absolument persuadés que, de manière consciente ou non, nous sommes les partisans de l'instauration de la loi coranique en France. Ils me l'ont dit dans des discussions de terme à terme et personne à personne. Ils le pensent vraiment. Ils sont persuadés de leur mérite. Ils sont persuadés que s'ils sont là où ils sont, et si, contrairement à nous, dont le plus riche avant l'élection a sans doute plus que doublé son salaire, eux, ils perdent du pognon. Ils s'en plaignent d'ailleurs. Hein. Ils disent « Oh là là, comment je vais faire quand même avec 5 600 € par mois ?» parce qu'ils gagnaient beaucoup plus avant. Mais ils sont persuadés que s'ils ont tout ça, ils en sont intimement persuadés. Il y a Michel Pinson-Charlot qui est décédé récemment, là, qui avec son épouse avait sorti un petit bouquin pour les enfants que je conseille absolument à tout le monde, qui s'appelle « Pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres », où ils expliquent ça de manière fabuleuse. Moi, je l'ai offert à un nombre d'adultes incroyable parce que c'est vraiment très très bien fait. Ils sont persuadés de leur mérite, ils sont persuadés que quand on raconte des gens dans nos circonscriptions qui sont obligés de siphonner la bagnole du mari pour remplir la bagnole de son épouse pour qu'elle puisse partir bosser de son côté, qu'on fait du misérabilisme, que c'est des conneries, que ça n'existe pas. Ils en sont persuadés. Donc ces gens-là, quand on parle de réchauffement climatique, mais l'air de rien, ils ont de plus en plus de mal à faire semblant que ça n'est pas là. Ces gens-là, quand on parle d'urgence sociale, pour vous donner un exemple, parce que je sais que vous ne me croyez pas, parce que c'est difficile à croire quand on n'y était pas, au moment de la négociation, enfin du débat en hémicycle sur l'encadrement des loyers, vous savez qu'ils ont sorti une loi absolument fabuleuse qui limite la hausse des loyers à 3,5% pour 2023. Vous savez que la hausse des loyers moyenne en France est d'1,7%. Donc c'est absolument génial, ils sortent une loi pour limiter à 3,5% quelque chose qui, en moyenne, est à 1,7%. Donc en fait, c'est une loi qui autorise à augmenter les loyers de 3,5%. Mais c'est dans le paquet pouvoir d'achat. C'est pour renforcer le pouvoir d'achat des Français. Nous, quand on arrive avec le SMIC à 1 600 €, ils nous expliquent que ça ne rentre pas dans ce thème-là. C'est un amendement cavalier qui ne peut pas être étudié dans le cadre de la loi parce qu'on est sur une loi pouvoir d'achat, pas sur une loi salaire. Par contre, dans cette loi pouvoir d'achat, ils ont fait passer le terminal méthanier du Havre. Parce qu'en important du gaz de schiste américain,
on fait baisser la facture énergétique et donc on renforce le pouvoir d'achat des Français. Voilà. C'est pour vous dire que ça peut être parfois un petit peu compliqué à suivre. Mais bref, le jour où on débattait de cet amendement-là, on a dit, un de nos orateurs a dit à un moment donné, eh ben, ça serait bien quand même que tous les députés qui sont en face de nous là et qui sont multipropriétaires quittent l'hémicycle pendant qu'on vote cet amendement. Parce qu'il y a manifestement un conflit d'intérêts, puisqu'on est en train de voter quelque chose qui peut leur rapporter un certain nombre de milliers d'euros s'ils sont propriétaires d'un certain nombre d'appartements. Ils nous ont apporté cette réponse absolument fabuleuse, c'est qu'ils étaient d'accord, à condition que tous ceux qui étaient parmi nous et qui sont locataires quittent l'hémicycle, parce qu'on a un conflit d'intérêts nous aussi, parce qu'on est en train d'essayer de faire limiter notre loyer quand on est locataire. Et pour eux, c'est pareil. D'accord? Non mais voilà, c'est pour que les choses soient claires. Bref, je me suis perdu. Oui, non, ils ont quand même clairement conscience de l'urgence sociale. Ils font semblant de non, mais ils en ont quand même clairement conscience. Et ce qui est en train de se jouer à l'Assemblée nationale, pour ceux qui ont suivi les débats de ces 2 dernières semaines, c'est que le Parlement a repris sa place. Et il a repris sa place pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de majorité absolue et que la majorité relative se fracture. L'amendement qui a fait tant parler et où M. Michaudet, dans la Provence de ce matin, fait croire que M. Girard a voté pour, l'amendement pour la taxation des superprofits, qui est nettement en dessous de ce que nous on portait, hein, mais bon, c'est un amendement du MoDem. Le MoDem fait partie de la majorité. D'accord? Cet amendement a été voté par le MoDem, par le RN, par toutes les forces de la NUPES. Le groupe Horizon s'est abstenu et 19 députés LREM, enfin Renaissance, ont voté pour, dont le suppléant d'Elisabeth Borne. Pourquoi ça se passe, ça? C'est pas... Alors, il y a des jeux de pouvoir, il y a LR à négocier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, LR négocie son ralliement à la majorité. Ils ont mis la pression tout le mois de juillet en votant contre, comme ça ils montent leur pouvoir de nuisance, puis après ils ont voté pour montrer que ça pouvait être sympa, et puis là, normalement, on aurait dû avoir une majorité qui se constitue. Mais il y a une telle arrogance, et je tiens au mot, une telle arrogance dans le groupe Renaissance qu'ils ont réussi à se mettre à dos un certain nombre de députés LR, et de députés Horizon et de députés MoDem. Il se trouve que dans le groupe LR, aujourd'hui, on se retrouve avec la droite, on va dire historique, la vieille droite gaulliste, réac complètement sociétalement, il ne faut pas parler de droit des LGBT, de droit à l'avortement ou de machin, mais par contre, gaulliste plutôt social. Donc, sur toutes les lois hyper libérales, etc., nous, on a voté un certain nombre d'amendements LR, parce que quand c'est nous qui le proposons, personne ne vote pour. Mais par contre, quand c'est LR qui le propose, ben, si on arrive à se rallier autour, eh ben, on peut porter quelque chose d'intéressant. Et là, ils ont subi un certain nombre de défaites. Alors, j'en parlais avec mon camarade Eric tout à l'heure, qui me disait « Oui, mais il y a le 49.3 qui arrive. » C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Ils ont cette arme absolue de dégainer le 49.3 et de le dégainer avant qu'on arrive à l'amendement sur l'ISF, puisque je vous rappelle qu'ils ont réussi à faire déporter le débat sur l'ISF après mardi prochain. Il y a cette arme-là. Mais le fait est que il y a une reparlementarisation de la vie politique depuis le mois de juin dernier. Il y a un pouvoir du Parlement qui est redoré, qui est redonné, qui est potentiellement en mesure de faire bouger les choses. Alors ils vont se défendre autant qu'ils peuvent, mais ça se voit, et ça se voit de plus en plus. Et sur les questions qui nous intéressent particulièrement par ici, les questions de ruralité, les questions d'éducation, les questions sur la question des AESH, par exemple, étrangement, ou pas, il y a des majorités qui sont trouvables. Voilà. Donc, il y a ce petit bout de travail qu'il faut continuer à mener parce qu'il y a des choses qui bougent et des choses qui peuvent changer. Le deuxième point, c'est la situation à l'école. Ils vont imposer un certain nombre de choses là, dans les jours qui viennent. Nous, on est en train de scruter dans le PLF, le projet de loi de finances, les discussions budgétaires qui portent sur la question de l'école. Ils vont imposer un certain nombre de choses. Moi, je l'ai dit dans une conférence au mois d'août aux amphis d'été, où on parlait de l'effondrement de l'école. Je ne suis pas persuadé, par exemple, que la loi RIAC est une réalité dans nos écoles. Peut-être dans quelques-unes. Mais dans la plupart des écoles, ça n'a rien changé au rapport entre les gens et au fonctionnement entre les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance passive des collègues. Je ne pense pas que dans ton école, tu aies imposé ton autorité fonctionnelle de manière autoritaire à tes collègues, à ta collègue. Voilà, je ne pense pas que ça fonctionne forcément. Et cette résistance passive-là, elle est absolument essentielle. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire
à maintenir les choses pour que ça ne fonctionne pas, leur volonté de changement. Le troisième point, bien sûr, c'est la situation sociale dont tu as parlé tout à l'heure, sur le terrain social dont a parlé Gueltas tout à l'heure. Demain matin, on est un certain nombre à prendre le train et cette nuit, un certain nombre à prendre le bus pour rejoindre la marche du 16 octobre, donc la marche de demain à Paris. Derrière, il y a le 18 octobre qui est parti d'une revendication sur le lycée pro. J'en ai pas parlé, mais on a auditionné beaucoup de gens autour de la question du lycée pro. Et ce qui se prépare pour les lycées pro est particulièrement inquiétant. Il faut être extrêmement nombreux là-bas. Le troisième point, c'est qu'il y a une chose qui craigne, c'est qu'on s'organise. Et donc, je prends très tranquillement ma liberté vis-à-vis de la charte d'Amiens, puisque je ne parle pas ici en tant que syndicaliste, mais en tant que député. Syndiquez-vous. Voilà, c'est vraiment essentiel. Il faut redonner de la force au corps intermédiaire, il faut redonner de la force aux syndicats, parce qu'ils veulent s'en passer. S'ils veulent s'en passer, c'est parce qu'on est les seuls à les emmerder et à les empêcher de tourner en rond. Donc il faut se syndiquer, il faut aller voter aux élections professionnelles, c'est essentiel. Je ne peux pas vous dire par contre, parce qu'il faut quand même que je garde une certaine neutralité, d'aller voter SNUI PPFSU et SNES FSU et SNEP FSU, ça serait quand même exagéré. Mais en tout cas, je pense que c'est extrêmement important d'aller voter, de se mobiliser et de rester, de reconstruire et d'élargir les collectifs de travail en y intégrant les AESH, en y intégrant les ATSEM, en y intégrant les AED dans les établissements du second degré. Et enfin, par rapport à tout ça, moi en tant que député, ce que je peux vous dire, c'est que on a besoin absolument de cet aller-retour permanent avec les forces syndicales, avec le terrain, pour alimenter notre réflexion, pour faire bouger les choses. Et nous aussi, on veut servir de lanceur d'alerte à notre manière sur les textes qui vont arriver, sur la manière dont on peut les combattre, etc. Et donc ce lien-là, il est absolument essentiel à maintenir. Et par rapport à la situation particulière des Alpes de Haute-Provence, on en parlait avec la Confédération paysanne hier, qui dit « nous, on a demandé à te rencontrer, mais on n'a pas demandé à rencontrer l'autre ». Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut aller rencontrer les députés et les mettre en situation de répondre aux questions et de voir comment ça marche. Et donc, par exemple, si on veut combattre le RN, et c'est une urgence aussi, je vous redis, on peut en discuter après si vous le souhaitez, mais que c'est une armée extrêmement organisée qui est arrivée à l'hémicycle, avec des gens qui sont à la manœuvre, qui sont extrêmement inquiétants, qui sont issus de Debout la France, et qui sont très organisés et très construits idéologiquement. Si on veut combattre le RN, il ne faut pas les laisser tranquilles. Et donc un Christian Girard, il faut lui demander de le rencontrer quand on est syndicaliste, pour lui demander de se positionner par rapport à un certain nombre de points, de manière à pouvoir mettre en lumière ces réponses, qui seront ce que je vous laisse imaginer. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long, pas trop confus. Je ne sais pas si ça vous a éclairé d'une quelconque manière et je ne sais pas quelle heure il est, si on a le temps d'un débat ou d'une discussion. C'est à votre disposition. Alors en fait, il y a plusieurs réponses à ta question. Il y a des cas, je ne sais pas si certains ont vu, Damien Maudet, qui est un jeune député de la Haute-Vienne, 25 ans, interpellé le président Macron lors de sa visite en Haute-Vienne il y a quelques semaines. Parfois, on peut faire ça. Et là, effectivement, c'est important d'être là. Après, il y a un certain nombre de fois où on sèche. La dernière venue de Marc Fesneau, il est revenu en septembre, là, j'ai séché. Je peux me faire représenter, donc c'est Alice Alamel, ma suppléante, qui était présente, puisqu'en plus elle travaille particulièrement sur les questions d'agriculture. On n'est pas obligé d'être là, si c'est ça ta question. Maintenant, en tout début de mandat, ne pas occuper le terrain, ne pas être présent, sachant que ce jour-là, Girard, il est là, le sénateur est là, et que j'ai raté un truc au mois d'août, moi, c'est la foire d'ongles. D'accord? Je m'étais excusé auprès de la mairesse qui m'avait invité, excusé auprès des organisateurs, etc. La page de la Provence, la photo centrale, il y a écrit en dessous, l'absence du député Léo Walter a été remarquée. C'est la seule chose qui est écrite sur cet article-là. Donc, la seule réponse à ta question, c'est ça, c'est-à-dire c'est qu'on pèse en permanence. Et donc moi, par exemple, pour prendre la décision de quitter l'hémicycle,
le jeudi 5 août pour descendre dans les Alpes de Haute-Provence, c'est pas moi qui l'ai prise tout seul. On en a discuté en groupe, j'ai dit bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai demandé aux copains expérimentés, etc. C'est eux qui m'ont dit, sur une première sortie ministérielle dans ta circonscription, tu y es, parce que sinon tu vas te faire aligner là-dessus immédiatement. Et si tu peux interpeller, t'interpelles. Voilà. Mais comment dire? C'est des arbitrages comme ça qu'on fait en permanence. Et donc, par exemple, l'arbitrage le plus courant qu'on fait, c'est entre l'hémicycle et la commission. Et donc, on a des copains qui siègent en commission des finances, par exemple. Je pense à eux en particulier parce que c'est eux qui siègent le plus. Ils siègent 24-24 quasiment. Ils sont en commission des finances. Il y a un amendement qui est voté en commission des finances. Sauf qu'en même temps, il y a un amendement qui est voté dans l'hémicycle. Et donc, c'est les collaborateurs de groupe qui nous disent « Ok, non, là, l'important, c'est de… » Et on discute ensemble sur nos fils Telegram, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut qu'on soit nombreux, pas nombreux, etc. Donc, c'est des arbitrages permanents. Là, l'arbitrage a été fait sur il fallait que je sois en circonscription. Je suis descendu. Cela dit, au moment de l'arbitrage, on ne savait pas que le vote allait arriver le soir même puisqu'on était censé siéger jusqu'au vendredi. Voilà. Donc, il n'y a pas d'obligation. Il y a un rang protocolaire. Ce n'est pas la partie du mandat qui me plaît le plus. J'essaie de peser avec mon équipe la pertinence de ma présence dans les cérémonies. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, depuis le début, depuis fin juin, je ne rate aucune cérémonie de sapeurs-pompiers, par exemple. Parce que c'est régalien, parce qu'on a passé l'été qu'on a passé, parce qu'ils sont en train de serrer les budgets, parce que plein de choses comme ça. Voilà, ça me semble important d'être là. Je suis allé à Bayon au mois de juillet parce que j'étais invité par le maire, c'est un petit village, que c'était les 80 ans du maquis de Bayon et du massacre par les nazis de 26 maquisards, et que accessoirement il y avait un collège du 92 qui, avec son prof d'histoire, avait fait une enquête sur le maquis de Bayon et était présent ce jour-là et rendait les conclusions de leur enquête qui a permis d'identifier le seul inconnu du monument aux morts, et c'est les collégiens qui l'ont trouvé. Ça me semblait important d'être là. Alors maintenant je connais par cœur la sonnerie aux morts et tout, c'est super. C'est pas passionnant. Mais c'est important d'être là. J'étais à Sigoyer hier parce que nos camarades syndicalistes ont réussi à obtenir la réouverture d'une classe à Sigoyer. Ça me semblait important d'être à la réouverture de la classe de Sigoyer, comme de la classe de Simiane au début de l'année. Par contre, je me suis déjà fait engueuler, et plus d'une fois, parce que, encore une fois, j'étais pas à l'inauguration de la station d'épuration, moi, ma préférée, c'était, j'étais invité à la tentative de record du monde de la plus longue fougasse aux anchois à Digne, et je n'y suis pas allé. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je rends très volontiers le micro, et on va parler GAFAM un peu. On a une proposition de loi pour taxer les GAFAM, qui a été déposée au mois d'août.